Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Bertrand Goujon, donc on se retrouve dans une deuxième partie de notre émission où vous allez nous présenter un personnage qui est emblématique selon vous de ce chapitre d'histoire sur les monarchies entre Restauration et Révolution en 1814-1848 en Europe. Et ensuite on verra un document que vous avez aussi choisi de présenter, sachant que ces deux documents on les retrouve bien sûr sur le site apag.fr et que l'objectif est que les enseignants du secondaire puissent les réutiliser avec leurs élèves. Alors Bertrand, quel personnage avez-vous choisi ? Alors j'ai choisi d'aborder ce qui paraîtra peut-être un peu décalé par rapport aux figures très attendues qu'on aurait pu avoir. On a pu penser à Metternich, on aurait pu penser éventuellement à Louis-Philippe, etc. J'ai choisi d'aborder une autre figure et une autre trajectoire. C'est la figure de la duchesse de Berry, qui est née princesse Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Et c'est une figure que j'ai choisi d'aborder pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est l'occasion de déplacer la focale vers une personnalité féminine et de mobiliser ainsi les apports du genre pour une compréhension des stratégies dynastiques, puisque cette figure de la duchesse de Berry, elle va poser, j'y reviendrai, les enjeux de la nuptialité et les enjeux de la maternité comme étant en plein cœur de l'économie lignagère du Gotha européen qui permet de conforter les solidarités et les liens entre les familles souveraines ainsi que les alliances entre les États dont pouvaient être originaires ces différentes princesses dont la duchesse de Berry fait effectivement partie. La deuxième raison pour laquelle je l'ai retenue, c'est que c'est aussi une personnalité tout à fait représentative de ces maisons rétablies, restaurées sur leur trône européen après le congrès de Vienne et représentative également des politiques dynastiques qu'elles vont mettre en œuvre. La duchesse de Berry, c'est en effet la petite fille du roi Ferdinand Ier des deux Siciles et de Marie-Caroline d'Autriche, la sœur de Marie-Antoinette. Et au moment de 1814-1815, c'est la fille aînée du duc de Calabre, l'héritier du trône napolitain, qui deviendra ensuite roi sous le nom de François Ier, d'une archiduchesse autrichienne, qui est pour sa part une nièce de Marie-Antoinette. On voit bien ici l'étroitesse, l'imbrication de ces réseaux généalogiques dans lesquels s'inscrit dès sa naissance la jeune Marie-Caroline. Marie-Caroline, donc princesse de Bourbon-Sicile, elle va être mariée en mai 1816 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, qui est le fils cadet de Monsieur, c'est-à-dire du futur Charles X, et le neveu de Louis XVIII, restauré l'année précédente sur son trône. Alors c'est évidemment un mariage crucial pour les Bourbons, parce qu'à cette date, en 1816, au moment du mariage avec Marie-Caroline, Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, est le seul susceptible d'assurer à terme la continuité dynastique de la maison de Bourbon, puisque l'union de son frère aîné, le duc d'Angoulême, avec la fille de Louis XVI, est restée stérile, et tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas d'enfant qui naîtra de ce mariage. C'est donc une union, celle de Charles-Ferdinand et de Marie-Caroline, avant tout conclue au nom de la raison d'État, alors que le duc de Berry avait déjà précédemment conclu un mariage secret d'amour en émigration, auquel il va évidemment devoir renoncer au moment de la Restauration, et un mariage qui est aussi conclu au nom de la solidarité dynastique entre les diverses branches de la maison de Bourbon. La branche française autour de Louis XVIII, Charles X, et puis les fils de du futur Charles X et des fils de celui-ci, et puis la branche napolitaine sur le trône des deux Siciles. Mais c'est aussi un mariage intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il montre l'étroitesse du marché matrimonial parmi les princesses catholiques. Et en particulier parmi celles qui étaient prêtes à épouser un Bourbon en 1816, il n'en avait finalement pas tant que ça, à un moment où il y a une vraie crise de confiance dans la capacité des Bourbons français à se maintenir durablement dans l'Hexagone, et une crise de confiance d'autant plus marquée qu'en 1815, les 100 jours avaient largement pu fragiliser la confiance des dynasties européennes dans la capacité de Louis XVIII et de ses parents à rester durablement sur le trône. Donc la France est encore une puissance très en marge, très fragile au sein du concert européen en 1816, une puissance d'ailleurs
dont un tiers du territoire est encore occupé, il le restera jusqu'en 1818, et une France qui reste isolée, marginalisée lors des grands congrès de la Sainte Alliance jusqu'en 1822. Donc finalement, Marie-Caroline, elle apparaît parmi les princesses européennes de son temps comme une princesse de second rang, mais qui peut compenser la médiocrité de sa dot par le fait qu'elle est jeune, qu'elle est pleine de vitalité, et qu'elle vient d'une famille qui est réputée pour être particulièrement prolifique en termes d'héritier. Un mariage qui serait néanmoins un mariage éphémère, puisque Marie-Caroline perd dès 1820 son époux, assassiné par Pierre Louvel le 14 février 1820, au moment où le couple princier sort d'une représentation à l'opéra. Alors tous les témoins qui ont assisté à la scène, et c'est le cas notamment de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe, mais aussi tous les thuriféraires de la monarchie des Bourbons vont mettre l'accent sur le dévouement qu'elle manifeste à son époux agonisant sur son lit de mort à cette occasion, et cet épisode de l'assassinat du duc de Berry va largement participer de l'émotivité lacrymale et sentimentale qui est partie prenante de la culture politique française du 1er 19e siècle. Je renvoie ici notamment aux travaux fondamentaux d'Emmanuel Furex, à La France des larmes, deuil politique de l'âge romantique, qu'il a publié chez Champvallon en 2009. C'est également un épisode, l'assassinat du duc de Berry, qui rend donc notre duchesse veuve, un épisode qui va être largement instrumentalisé sur le plan politique par les ultra-royalistes, puisqu'on va s'en servir pour dénoncer la politique modérée de Decazes, rendue responsable du crime. C'est la fameuse phrase de Chateaubriand selon laquelle le pied aurait glissé dans le sang à l'occasion de cet assassinat, et ça va être aussi l'occasion de réactiver tout un fantasme du complot bonapartiste, alors même que l'enquête qui a été menée a montré que Louvel avait en fait agi de manière tout à fait isolée en l'occurrence. Un mariage donc éphémère, mais un mariage, toujours d'un point de vue dynastique, qui va déboucher sur des héritiers, puisqu'après plusieurs fausses couches, il y aura 2 enfants nés de ce couple, une fille dans un premier temps, qui deviendra ensuite duchesse de Parme en 1849, et dont une des petites filles, Zita, sera la dernière impératrice et reine de Hongrie. Ça montre bien la continuité des enjeux dynastiques et du fait monarchique en Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et Henri Dieudonné, né en 1820 à titre posthume, qui recevra le titre de duc de Bordeaux, mais qui est davantage connu dans l'histoire sous son titre de courtoisie de comte de Chambord, et ce sera sous ce titre-là qu'il sera le dernier représentant de la branche aînée des Bourbons et prétendant au trône de France, soutenu jusqu'à sa mort par des royalistes légitimistes. Donc c'est une figure tout à fait intéressante d'un point de vue dynastique, et c'est une des raisons pour lesquelles il m'a semblé que c'était un cas intéressant à mettre en avant. Un cas intéressant aussi à mettre en avant parce qu'il est très marqué par des formes de mobilité transfrontalière. Dès son enfance, Marie-Caroline a en effet dû quitter Naples à 2 reprises pour rejoindre avec sa famille la Sicile, sous protectorat britannique. Une première fois en 1799-1801, alors qu'elle est vraiment toute enfant, et une seconde fois de 1806 à 1815. C'est donc uniquement à la chute de Joachim Murat qu'elle va pouvoir revenir à Naples, où son grand-père remonte sur le trône, et on peut donc dire que cette jeune princesse, avant même finalement l'époque 1814-1848, est déjà quelqu'un qui a fait l'expérience de l'exil, et qui a contribué à largement forger sa personnalité. On y reviendra un peu plus tard. Mobilité transfrontalière poursuivie évidemment avec son mariage, puisque ce mariage lui impose de se transplanter dans une haute société française, au risque d'ailleurs de détonner assez fortement avec la majesté un peu sévère et ennuyeuse qui règne à la même époque à la cour des Tuileries et qu'incarne sa belle-sœur, la duchesse d'Angoulême, la fameuse orpheline du Temple, à laquelle Hélène Becquet a consacré une remarquable étude biographique et monographique. Et puis, c'est aussi une figure qui va expérimenter de nouveau l'exil après les abdications de Rambouillet et après les Trois Glorieuses, puisqu'elle va devoir accompagner d'abord son beau-père et le reste de la famille royale en Angleterre puis en Écosse, mais malgré l'exil, elle reste alors en contact épistolaire très étroit avec les royalistes français restés fidèles à la branche des Bourbons. Et c'est pourquoi, malgré les réticences de son beau-père, elle décide de gagner l'Italie en 1832 et ensuite de rentrer clandestinement en France pour y tenter, on y reviendra, une restauration monarchique au profit de son fils Henri Dieudonné, en ambitionnant elle-même de devenir régente à la même occasion. On y reviendra, cette opération va manquer, va achoper, et elle va être de nouveau expulsée par l'Italie, qui va marquer cette fois le début d'un exil qui va se prolonger jusqu'à sa mort en 1870, et un exil qu'elle va finalement prolonger entre la péninsule italienne et l'Autriche, où elle finit par mourir donc en avril 70, quelques mois seulement avant la chute du Second Empire. Donc une figure dynastique, une figure qui a connu donc, au cours de sa trajectoire de forte mobilité transnationale et transfrontalière, et aussi une figure intéressante parce que c'est une figure princière largement mise en avant par la propagande dynastique de la Restauration.
Son mariage lui-même a donné lieu à des fêtes tout à fait éclatantes à Notre-Dame de Paris qui permettent à cette jeune monarchie fraîchement rétablie de renouer avec des fastes dynastiques dignes de l'Ancien Régime et dignes de l'époque napoléonienne. La duchesse de Berry, elle va également animer autour d'elle une cour extrêmement brillante et une cour très complémentaire de la cour des Tuileries. Cour qui va notamment s'installer dans sa résidence parisienne de l'Élysée, dans son château de Rosny, qu'elle va faire largement remanier et qui se retrouve à l'arrière-plan du portrait de François Gérard, qui se retrouve normalement mis en ligne parallèlement à cette présentation. C'est également une princesse mécène qui va multiplier les commandes d'œuvres d'art, les achats d'œuvres d'art, qui parraine le théâtre du Gymnase, qui soutient Rossini et qui va s'intéresser précocement à la photographie. C'est aussi une figure qui n'hésite pas à multiplier les voyages officiels en province afin d'y conforter la popularité de la dynastie des Bourbons. Et elle se rendra ainsi notamment en 1828 à Bordeaux, qui avait été la première ville en 1814 à se rallier à Louis XVIII, avant l'année suivante en 1829 de sillonner la Bretagne et l'ouest de la France, où elle va notamment être chargée d'inaugurer la chapelle dédiée aux martyrs de Quiberon, du débarquement contre-révolutionnaire des émigrés à Quiberon, qui avait eu lieu en 1795. Cette figure princière, enfin, elle va faire l'objet d'une très large production textuelle et d'une très large production iconographique, qui s'inscrit dans les dispositifs de propagande de la Restauration. Je renvoie sur ce point notamment aux nombreux poèmes hagiographiques dont elle fait l'objet, et qu'a notamment étudié Corinne Legois dans sa thèse publiée sous le titre « L'enthousiasme désenchanté » en 2011, des poèmes hagiographiques qui mettent particulièrement l'accent sur le fait que la duchesse a effectivement donné naissance à l'enfant du miracle, Henri Dieudonné, né 7 mois après l'assassinat de son père en février 1820. Et puis une abondante production également iconographique qui se décline à la fois sous la forme de portraits intimes, parfois sous la forme de miniatures ou des choses comme cela, mais également sous la forme de portraits officiels, comme le portrait de François Gérard, présenté au salon de 1822, qui reprend tous les codes iconographiques du portrait d'apparat d'Ancien Régime, mais en l'adaptant au goût du jour. Cette jeune duchesse, elle est présentée ici avec une robe, un chapeau et des bijoux qui sont à la pointe de la mode de cour de l'époque, tout comme l'est d'ailleurs la forme du fauteuil qui se trouve sur le tableau. Et ce tableau montre également une forme de sentimentalisme romantique en mettant en avant les figures de ces deux enfants et du lien affectif qui les unit à leur mère. Mais ce tableau, c'est également un manifeste dynastique, puisqu'il s'agit ici d'affirmer la lignée et le principe de succession par primogéniture masculine sur le trône de France. Le jeune Henri étant symboliquement juché par sa mère sur le fauteuil, ce qui lui permet, en dépit de son jeune âge, d'être en position exorbitante par rapport à tous les autres protagonistes de ce portrait collectif. Enfin, pourquoi avoir choisi la duchesse de Berry ? Parce que c'est une personnalité ambiguë, controversée et encombrante pour la monarchie restaurée des Bourbons elle-même. Pour les royalistes qui l'ont soutenue, et elle va le devenir plus encore à l'occasion de la tentative de soulèvement légitimiste qu'elle va engager en 1832 du fait de l'issue qu'on pourrait qualifier de tragico-comique de cet épisode. En effet, la duchesse de Berry va se montrer partisane de l'usage de la force et de l'insurrection, ce qui ne va quand même pas forcément de soi pour une princesse de sang royal et mariée dans une maison comme celle des Bourbons, user de la force et de l'insurrection pour renverser Louis-Philippe, qu'elle considère comme étant un usurpateur, afin de rétablir sur le trône de France son fils Henri, en faveur de qui son grand-père Charles X et son oncle le duc d'Angoulême avaient abdiqué à Rambouillet. Cette stratégie insurrectionnelle, incarnée par la duchesse de Berry, est associée par le spécialiste du mouvement légitimiste qu'est Hugues de Changy au courant absolutiste du mouvement légitimiste. Et ce courant absolutiste, prêt à l'usage de la violence et de la force pour rétablir la monarchie des Bourbons sur le trône, se démarque non seulement de la passivité du roi déchu Charles X, mais aussi de l'abstentionnisme qui prédomine dans une partie des élites de l'Ouest, qui au contraire se contentent de bouder le régime et de pratiquer finalement le retrait de toute forme de vie publique, et se démarque également de la stratégie d'opposition parlementaire incarnée par un homme comme Berryer, voire plus encore de la stratégie de ralliement à la frange conservatrice de l'orléanisme d'une partie des légitimistes. Donc une duchesse qui choisit une voie tout à fait singulière pour restaurer une monarchie restaurée et déjà renversée une première fois en 1830, mais une duchesse qui va être confrontée au constat du décalage entre ses espérances et le réel. Des espérances qui avaient été fortement attisées par ses plus fervents partisans et la réalité des soutiens qu'elle peut compter dans les deux bastions blancs que pouvaient être les régions du Midi et de l'Ouest de la France.
Depuis l'Italie, donc, la duchesse d'Angoulême va d'abord débarquer en Provence, et en arrivant en Provence, grande déception, elle s'attend à trouver 2000 fidèles, en fait elle n'en aura qu'une soixantaine dans la région marseillaise, ce qui lui fait réaliser donc que ce n'est pas dans le Midi qu'elle pourra déclencher l'insurrection dont elle rêve. Elle va donc traverser dans des conditions rocambolesques, déguisée en paysanne, le centre de la France, pour gagner l'Ouest où elle espère pouvoir relancer les fameuses guerres de Vendée. Elle l'espère d'autant plus que, de fait, en 1814 et 1815, dans l'ouest de la France, les royalistes avaient considérablement déstabilisé le pouvoir napoléonien, et elle espère d'autant plus que, rappelons-nous, en 1829, le voyage triomphal qu'elle avait effectué en Bretagne avait pu lui laisser espérer qu'elle avait à la fois une popularité personnelle et qu'il y avait là un attachement de la population à la monarchie bourbonienne sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour pouvoir lancer une insurrection contre le pouvoir orléaniste. Or, c'est la déconvenue la plus complète lorsqu'elle tente dans la nuit du 3 au 4 juin 1832 de faire prendre les armes par les troupes commandées par le maréchal comte de Bourmont, qui aurait dû donc commander ces armées légitimistes pour renverser la monarchie orléaniste. À cet égard, d'ailleurs, on a toute une iconographie qui va être développée par les adversaires orléanistes de la duchesse, comme une gravure conservée à la Bibliothèque nationale de France, également mise en ligne, qui la représente en tenue de voyage, le Sacré-Cœur, le signe de reconnaissance de l'armée catholique et royale de Vendée en 1793, agrafé sur sa redingote, une duchesse représentée seule, à garde sur une route de campagne, où elle est manifestement perdue, sans que le panneau indicatif de la route des sables qui figure à l'arrière-plan, Route des Sables qui est d'ailleurs peut-être une allusion à son goût pour les bains de mer dont elle avait contribué à lancer la mode à Dieppe sous la Restauration, mais qui est peut-être aussi une métaphore de l'enlisement du mouvement légitimiste dès les années 1830, une caricature qui en tout cas contribue à décrédibiliser cette aventure de la duchesse, contrainte de se réfugier après l'échec donc, de l'insurrection à Nantes, où elle se cache des partisans jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée en novembre 1832 et incarcérée par Louis-Philippe dans la citadelle de Blaye. Là ne s'arrête pas, évidemment, la situation embarrassante de la duchesse. Situation embarrassante d'abord pour Louis-Philippe, puisqu'il vient de mettre en geôle une princesse de sang royal, et qui plus est la propre nièce de son épouse, la reine des Français, Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. Évidemment, les légitimistes vont d'emblée dénoncer cette captivité de Blaye, avec là encore des gravures qui vont dépeindre la duchesse mélancolique, songeuse, dans une prison qui ferait écho à la sinistre mémoire des prisons du Temple et de la Conciergerie où Louis XVI et sa famille avaient été enfermés au moment de la Révolution. Charles Chateaubriand va également mettre sa plume au service de la captive de Blaye pour dénoncer l'attitude indigne de Louis-Philippe à son égard. Or, cet épisode de la captivité de Blaye a une issue tout à fait inattendue, puisque la duchesse, pourtant veuve depuis 12 ans, se retrouve enceinte. On a donc là un cas de grossesse extra-conjugale qui sème le doute sur la filiation et sur la légitimité de son propre fils Henri, le prétendant légitimiste au trône dont les droits reposent précisément sur sa légitimité à fondement dynastique et à fondement héréditaire. Et cette grossesse évidemment extra-conjugale, jette également un discrédit moral sur la duchesse de Berry elle-même, qui va tenter de sauver les apparences en arguant d'un mariage secret qu'elle aurait conclu avec un aristocrate italien, le comte de Lucchesi Palli, mais en réalité on sait très bien que tout ça a été arrangé, notamment à l'instigation de son frère qui veut sauver les apparences de sa sœur. Donc une fois libérée, cette duchesse de Berry, elle devient encombrante pour le mouvement royaliste. Elle est mise au banc de la famille royale, malgré les bons offices de Chateaubriand qui essayent de servir d'intermédiaire, et la stratégie insurrectionnelle qu'elle avait pu incarner va être quasi complètement abandonnée par le mouvement légitimiste, du moins en France, après 1832. Seule une étroite minorité de ce courant absolutiste prêt à la force, prêt à l'insurrection, prêt au soulèvement armé contre les pouvoirs libéraux, va poursuivre le combat, mais cette fois hors de France, dans les rangs de l'Internationale blanche, notamment en s'engageant dans les combats de la guerre carliste dans la péninsule ibérique dans les années 30, ou bien dans le combat pour la défense du pouvoir temporel du pape dans les États pontificaux dans les années 1860. Bien, Bertrand Goujon, merci pour ce très beau portrait, j'allais dire, d'une inconnue célèbre, en tout cas d'une princesse qui montre bien, d'ailleurs, je pense, tout le côté de la restauration de ce qui a voulu être mis en place suite au congrès de Vienne, avec tout ce débat entre les différentes forces royalistes que sont les légitimistes ou les orléanistes. Donc on le voit ici très bien, et puis c'est vrai, comme vous disiez, c'est un pas de côté par rapport à d'autres figures plus connues, et je pense que c'est tout à fait un complément par rapport au reste, parce qu'on voit à travers cela autre chose. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pourriez nous présenter comme document qui, lui, serait représentatif de cette période entre Restauration et Révolution, entre 1814 et 1848 ? Alors,
Effectivement, j'ai choisi d'aborder un texte, de présenter ici un texte, et j'ai retenu un texte au format volontairement réduit, en me disant que ça serait sans doute plus adaptable dans une perspective pédagogique en classe, et un texte qui est en même temps extrait d'une œuvre canonique de la littérature française du XIXe siècle, même s'il n'est pas forcément certain qu'elle soit encore beaucoup lue par les lycéens et lycéennes d'aujourd'hui. Alors il n'empêche que c'est un texte qui va procéder d'une certaine stratégie d'écriture romanesque, et un texte qui porte un regard rétrospectif sur les événements qui y sont abordés. J'y reviendrai, c'est le tout début des années 1830, mais un texte que j'ai retenu parce qu'il rend compte avec une rare densité, avec une très forte lucidité et avec finalement une remarquable finesse, les chevaux des défis auxquels sont confrontés les régimes monarchiques européens et la France notamment, en l'occurrence le régime de Juillet, au tout début des années 30, au moment où apparaissent au grand jour les limites des expériences constitutionnelles et les crises de la Sainte-Alliance. Alors ce texte que j'ai donc retenu, c'est un des chapitres de contextualisation du 4e et avant-dernier livre des Misérables de Victor Hugo, donc un ouvrage publié après la période qui nous intéresse, publié en 1862, à un moment où Hugo est encore en exil à Guernesey pour opposition politique au Second Empire, mais un ouvrage dont on le sait, Hugo avait commencé la rédaction dès 1845, même s'il l'a suspendu entre 1848 et 1860. Pour contextualiser un petit peu l'extrait que j'ai donc retenu, l'intrigue du 4e livre est une intrigue centrée sur les prémices des journées insurrectionnelles républicaines qui éclatent à Paris en juin 1832 et qui comprend un certain nombre de pages restées célèbres dans l'imaginaire collectif, comme par exemple la mort d'Éponine tuée par une balle en se plaçant justement sur une barricade, en se plaçant devant une balle destinée à tuer Marius, ou bien cette fameuse scène dans laquelle Gavroche accueille dans la statue de l'éléphant de la Bastille deux jeunes vagabonds qu'il a récupérés. Gavroche, dont la mort sur la barricade de la rue de la Chanvrerie sera précisément traitée dans le livre suivant, mais la barricade elle-même, elle est évoquée dès la fin du 4e livre, donc à l'amorce duquel se trouve l'extrait que j'ai retenu. Alors cet extrait, il est aussi intéressant parce qu'il est très révélateur de cette rhétorique hugolienne extrêmement foisonnante et emphatique, avec une phrase interminable qui procède par une accumulation de faits évoqués et juxtaposés au fil d'une ponctuation qui scande et qui martèle finalement l'ensemble des enjeux et des défis, des facteurs de tension auxquels est confrontée l'Europe de ce début des années 1830, dans une volonté très nette de complexifier l'appréhension par le lecteur de ce contexte tout à fait explosif, et cette dimension explosive, on la voit notamment dans cette métaphore du volcan qui traverse ce court extrait avec un certain nombre de formules, le cratère pourpre, la lueur de la fournaise, éminemment romantique, ce qui n'étonne pas évidemment sous la plume de Hugo, et qui montre bien comment s'enchevêtrent les facteurs de déstabilisation et de fragilisation de cette Europe monarchique rétablie, reconfigurée en tout cas, au moment du Congrès de Vienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que Hugo démultiplie en effet les angles de vue pour montrer l'ampleur des crises auxquelles est confronté ce système de 1815 au début des années 30. Il y a d'abord une crise socio-économique qui transparaît à travers l'extrait, crise socio-économique qui s'est d'ailleurs amorcée dès la fin des années 1820 avec des séries de mauvaises récoltes qui se sont greffées sur une crise industrielle cyclique et également sur une crise de confiance dans les secteurs commercial et financier étroitement liés au contexte d'incertitude politique de l'époque. Et cette crise, elle va en effet se poursuivre et même s'aggraver dans les toutes premières années du régime de Juillet, marquée de surcroît par une crise sanitaire que Hugo évoque, la fameuse épidémie de choléra, qui vient de Russie et qui culmine durant le printemps et l'été 1832 en réactivant dans de larges couches de la population les fantasmes de l'empoisonnement, notamment des puits et des eaux, et qui va cristalliser des actes de violence à l'égard des migrants, à l'égard des riches, bref, un climat tout à fait explosif que Jean Giono a d'ailleurs lui aussi tout à fait bien retranscrit dans son roman Le Hussard sur le toit. Une période de crise socio-économique durant laquelle l'approvisionnement des villes pose difficulté, cette fameuse formule du travailleur sans pain utilisée par Hugo, difficulté d'approvisionnement des villes à un moment qui coïncide avec la crise des vieux métiers artisanaux, concurrencés désormais par un modèle de production industrielle, et qui se confronte également à la surconcentration de couches miséreuses aux revenus instables et incertains, qui vont contribuer à déstabiliser encore un peu plus les structures urbaines de ce début des années 1830. On est également à un moment de compression de la demande en biens manufacturés qui va plonger des secteurs d'activité entiers dans la crise, et en particulier les produits de luxe,
particulièrement sensible à la conjoncture nationale et internationale. Et ce contexte, il est évidemment indissociable de la pression salariale exercée à Lyon par les marchands soyeux à l'égard de leurs ouvriers tisserands, les fameux canuts, auxquels ces marchands soyeux vont tenter d'imposer, contre l'avis même du préfet, mais avec le soutien du gouvernement, au nom d'une certaine conception du laisser-faire en matière économique, vont donc imposer une baisse de rémunération, une baisse du tarif, qui va enclencher la révolte des canuts de novembre 1831, évoquée dans notre texte par Hugo, évoquée comme justement cette fameuse lueur de fournaise que j'ai évoquée précédemment, et comme étant une forme de guerre servile. Alors là, la formule est intéressante parce qu'elle montre bien, au prix d'un vertigineux raccourci historique, elle montre bien comment Hugo assimile le travail des ouvriers tisserands de la soie lyonnaise, en voie de prolétarisation dans les années 1830, au cerf du Moyen-Âge. Une crise donc qui culmine avec la prise de contrôle de toute la capitale des Gaules par les insurgés canuts pendant une semaine, avant que le duc d'Orléans, l'héritier du trône orléaniste, n'y rétablisse l'ordre à la tête de 20 000 hommes. Donc cette composante sociale, cette question sociale du début des années 30, elle est présente dans ce court extrait. Et elle se cumule à un tableau tout à fait inquiétant des flottements politiques du jeune régime de Juillet que dépeint ici Victor Hugo, en rappelant notamment les circonstances très troubles qui ont marqué le suicide, entre deux guillemets, du duc de Bourbon, dernier héritier de la branche des Bourbons-Condé en 1830, dont la fortune, qui était une des plus grosses de France, passe à un des fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale, si bien que l'épisode a été d'emblée dénoncé par les royalistes comme un assassinat politique et comme une captation immorale d'héritage par la maison de Bourbon, par la maison d'Orléans. De nombreuses allusions également au discrédit des acteurs politiques qui avaient contribué en 1830 à l'avènement du jeune régime de Juillet. Victor Hugo évoque ici le vieux général Lafayette, le héros de la guerre d'indépendance américaine et le héros des journées de l'été 89, qui ressort complètement discrédité après avoir donné à Louis-Philippe le célèbre baiser républicain sur le balcon de l'hôtel de ville de Paris le 31 juillet 1830. Un baiser républicain par lequel, en gros, il avait acté le renoncement d'une partie des républicains à mettre en œuvre un pouvoir non monarchique, par crainte de la révolution sociale et politique qui pourra en résulter. Or, Lafayette se retrouve finalement bien mal récompensé de ce baiser républicain, puisqu'il va se retrouver marginalisé des instances de pouvoir, notamment à l'occasion de la réorganisation de la garde nationale en milice bourgeoise en 1831, sous l'égide du gouvernement Casimir Périer. Autre figure qui avait largement œuvré à la Révolution de 1830 et qui va elle aussi se retrouver marginalisée dans les années qui vont suivre, le vieil intellectuel libéral Benjamin Constant, qui est évoqué dans le texte, qui avait incarné l'opposition libérale à Napoléon et la Restauration, qui est à la fois isolé et appauvri à la fin de sa vie, mais dont les obsèques le 12 décembre 1830 vont donner lieu à un de ces enterrements politiques que Emmanuel Furex a particulièrement étudié et qui sont une occasion pour les opposants à la fois d'évaluer leur force, la capacité à mobiliser autour des funérailles d'un des leurs ou d'une des figures charismatiques de leur mouvement, d'évaluer l'ampleur de leurs effectifs, mais c'est aussi une occasion de manifester légalement dans l'espace public et éventuellement que ces manifestations, à l'origine cortège funéraire, dégénèrent en émeutes et en insurrection. Et par exemple, les journées insurrectionnelles parisiennes républicaines de juin 32, ça n'est pas un hasard si elles s'inscrivent chronologiquement dans le prolongement de la foulée du cortège funèbre du général Lamarque. Autre figure là aussi affaiblie et évoquée par Victor Hugo, le banquier Jacques Lafitte, le premier président du Conseil du régime de Juillet, qui incarnait la tendance du mouvement au sein de l'orléanisme, c'est-à-dire la tendance la plus réformiste, la plus sensible aux idées démocratiques. Jacques Lafitte qui va être contraint rapidement à la démission, faute d'être soutenu par le roi, et qui connaît dans la foulée une banqueroute retentissante, évoquée d'ailleurs par Victor Hugo, qui témoigne de la fragilité du climat financier de ces années. Remplacé donc par son successeur à la tête du gouvernement, Casimir Périer, la figure de ce qu'on a appelé la dictature libérale de 1831 à 1832, lui aussi un banquier mais qui incarne un tout autre volet de l'orléanisme, la fameuse tendance de la résistance, beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus répressive et qui, elle, veut clairement mettre un terme au cycle révolutionnaire de 1830. Casimir Périer qui est ici évoqué comme étant affaibli, non pas politiquement mais physiologiquement, puisqu'il mourra en effet du choléra en 1832. Ce que montre également Victor Hugo, c'est le climat très trouble et très instable des 2 premières années du régime de Juillet, qui va être émaillé d'une série de crises politiques qu'il va évoquer de manière plus ou moins allusive. D'abord une évocation des émeutes anticléricales, généralement d'ailleurs également tournées contre les légitimistes, qui vont être très mollement réprimées par le gouvernement Laffitte en février 1831. Émeutes anticléricales particulièrement vives à Paris, où elle voit le saccage de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et de l'archevêché de Paris. C'est l'allusion dans le texte à la fameuse croix arrachée de Notre-Dame.
Par ailleurs, malgré la volonté symbolique de Louis-Philippe de se démarquer de la Restauration déchue, notamment en renonçant au titre de roi de France et de Navarre en devenant roi des Français, en renonçant également à toute notion ou référence de droit divin, en remplaçant le drapeau blanc par le drapeau tricolore, en renonçant également aux fleurs de lys, c'est l'allusion à la rature des fleurs de lys sur la voiture du roi que met ici, que Hugo place au cœur de son texte. Malgré donc ces volontés symboliques de se démarquer de la Restauration déchue, le régime de Louis-Philippe reste très ambigu dans ses relations avec les anciens serviteurs du régime, et en particulier avec les derniers ministres de Charles X, les membres du gouvernement Polignac, qui ont été arrêtés après les Trois Glorieuses, qui sont jugés pour haute trahison par la Chambre des Pairs qui les condamne en décembre 1831 à l'emprisonnement à perpétuité, alors que le peuple parisien avait réclamé 2 mois plus tôt leur condamnation à mort au cours d'émeutes particulièrement violentes. Ici, le choix finalement de l'emprisonnement à vie procède d'une stratégie d'apaisement qui révèle les connivences entre les élites de la Restauration et du régime de Juillet, qui explique la relative clémence de la Chambre haute, masquée sous des considérations morales et humanitaires, en mobilisant notamment la figure de Cesare Beccaria, ce philosophe italien des Lumières bien connu pour avoir été un des grands champions de la cause abolitionniste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et malgré cette stratégie, donc, on pourrait dire de conciliation avec les élites déchues de la Restauration, Louis-Philippe et son régime ne parviennent pas pour autant à rallier à eux les anciens soutiens des Bourbons. Il persiste une opposition légitimiste évoquée par Hugo dans son texte, opposition légitimiste particulièrement forte dans les bastions blancs que sont le Midi, signalé ici comme étant fanatisé. Alors ce terme de fanatisé fait évidemment directement allusion au souvenir de la terreur blanche qui avait ensanglanté le Midi de la France en 1815, au lendemain immédiat des 100 jours, et également bastion blanc de l'Ouest, qualifié de troublé, puisque comme on l'a évoqué à propos de la duchesse de Berry, c'est dans les provinces de l'Ouest qu'il va y avoir cette tentative d'insurrection légitimiste au printemps 1832. Un régime donc fragilisé sur sa droite, tout comme il l'est sur sa gauche, par un durcissement des revendications républicaine et démocratique. C'est ce que Hugo évoque avec ce terme de guerre civile qu'il associe au climat politique parisien en 1830-1832. Paris qui vont en effet se succéder les grèves, les défilés, les manifestations, les émeutes et puis finalement les insurrections en juin 32 qui vont fournir à Hugo quelques-unes des pages les plus brillantes du 5e livre des Misérables. Et puis enfin, c'est ça un des points particulièrement intéressants de ce texte, c'est qu'il ne s'enferme pas uniquement dans une appréhension étroitement hexagonale des enjeux de ce tout début des années 1830. Hugo montre ici également comment les relations internationales sont particulièrement troublées dans l'Europe des années 30-32 et comment face à des enjeux internationaux qui se redessinent, qui se reconfigurent alors en profondeur, la politique étrangère du régime de Juillet va se caractériser par des séries d'hésitations, parfois même d'incohérences qui sont ici largement pointées du doigt par Victor Hugo. Alors le premier facteur de déstabilisation de cet ordre européen dans la foulée des Trois Glorieuses, c'était évidemment la révolution belge d'août-septembre 1830, tournée contre le pouvoir néerlandais, jugée hégémonique et jugée préjudiciable aux intérêts économiques, confessionnels, linguistiques, culturels et politiques des provinces méridionales qui deviendront ensuite la future Belgique. C'est donc sur cette hostilité au pouvoir néerlandais du roi Guillaume Ier des Pays-Bas qu'une émeute patriotique se déclenche au lendemain, dans la foulée de la représentation de l'opéra de la Muette de Portici que j'ai précédemment évoqué, et qui permet de chasser le fils aîné du roi et les troupes néerlandaises de Bruxelles, quelques semaines avant qu'un gouvernement provisoire ne soit d'ailleurs constitué en Belgique le 4 octobre 1830. Ici, on peut dire que Hugo procède par un véritable raccourci en assimilant l'éviction des Oranges dans la future Belgique à celle des Bourbons en France. Ni les enjeux, ni les déroulements, ni l'issue des événements ne sont les mêmes. Mais cela traduit nettement le sentiment qu'ont eu une partie des contemporains des années 30, mais aussi des lecteurs d'Hugo en 1960, le sentiment d'être confronté à une séquence révolutionnaire dont Paris aurait été à la fois le centre, le ferment et, on pourrait dire, l'impulsion à l'échelle de toute l'Europe. L'attitude de la France à l'égard de la jeune Belgique a néanmoins été extrêmement ambiguë et elle est d'ailleurs rappelée par Victor Hugo dans son texte, puisque dans un premier temps, on perçoit quelques ambitions annexionnistes de la jeune Belgique fraîchement libérée de la tutelle néerlandaise, et notamment dans les rangs des francophones wallons, des aspirations à rejoindre la grande France de l'époque napoléonienne. Il y a notamment tout un mouvement autour de Jean de Bien qui milite en faveur d'un rattachement à la France. Des ambitions annexionnistes qui sont évidemment rapidement échaudées face
face au concert européen et face aux grandes puissances qui n'entendent absolument pas être confrontées à un tel renforcement de la puissance française sur le continent européen. Et c'est donc ce concert européen qui va favoriser la mise en place d'une monarchie indépendante en Belgique, avec un clivage néanmoins entre les grandes puissances quant aux candidats à placer sur le trône belge. Et de fait, c'est ce à quoi Hugo fait allusion dans le texte, alors que le Congrès national belge a proposé en février 1831 la couronne du jeune royaume au duc de Nemours, le deuxième fils de Louis-Philippe, qui va repousser cette offre à la demande de son père qui estime que ça recomposerait beaucoup trop les équilibres géostratégiques, que ça pourrait compromettre son amitié avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne parvient, elle, à imposer lors de la conférence de Londres son propre candidat, qui n'est autre que l'ex-gendre du roi George IV et l'oncle de la future reine Victoria, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui finalement, en guise de compensation, épousera la fille du roi des Français un peu plus tard, la future reine Louise-Marie. Ici, le texte éclaire également la méfiance hugolienne à l'égard de la Grande-Bretagne, qualifiée d'alliée suspecte, qui a certes été la première des grandes puissances à reconnaître le régime de Juillet, mais qui continue de s'en méfier dans les années 30 et qui contrecarre systématiquement ses ambitions sur la scène internationale lorsque ses ambitions françaises vont à l'encontre des intérêts britanniques ou lorsqu'elles pourraient beaucoup trop recomposer le balance of power qui est si cher au Foreign Office et donc à la politique étrangère britannique elle-même. Cette volonté justement de maintenir le balance of power explique en partie pourquoi la France s'est peu à peu désengagée vis-à-vis des patriotes polonais qui avaient pourtant eu la sympathie du gouvernement Laffitte et qui avaient suscité un grand courant d'opinion favorable au sein de l'Hexagone. Le gouvernement Perrier n'entend pas s'engager dans une stratégie de soutien aux indépendantistes polonais qui pourrait être dangereuse pour son gouvernement et pour le régime de Juillet. Et c'est donc la raison pour laquelle il va renoncer à soutenir ces insurgés et finalement laisser faire, comme les autres grandes puissances, l'écrasement dans le sang du soulèvement par Nicolas Ier en se contentant, comme on l'a rappelé, d'organiser l'accueil sur le sol hexagonal des exilés polonais qui ont réussi à fuir la russification et la répression orchestrée par Nicolas Ier. Ce positionnement ambigu à l'égard de la Pologne, on le retrouve également dans la péninsule ibérique, puisque malgré la sympathie que le jeune régime de Juillet a pour les libéraux espagnols ou portugais, sympathie qu'elle partage avec la Grande-Bretagne, la France va se garder d'une intervention directe dans les querelles dynastiques qui vont opposer ceux que Victor Hugo appelle les démons du Midi. Ces démons du Midi, pour les Bourbons d'Espagne, c'est Ferdinand VII. La formule de démon fait évidemment allusion à la féroce répression qu'il avait orchestrée dès 1814 à l'égard des afrancesados, c'est-à-dire de ceux qui avaient soutenu à l'époque le régime de Joseph Bonaparte, et une répression qu'il va réitérer cette fois à l'encontre des libéraux qui sont favorables au Cortés après 1823 suite à la campagne d'Espagne lancée par les armées françaises. Ferdinand VII qui est confronté à une crise dynastique en n'ayant qu'une fille dont les droits à la succession sont contestés par son oncle, le très traditionnaliste Don Carlos. Une crise dynastique qui a son équivalent évidemment au Portugal où la jeune reine Marie II, elle aussi soutenue par les libéraux et par la Grande-Bretagne, voit ses droits au trône contestés par son oncle Don Miguel, le champion des ultra-conservateurs qui veulent abroger la constitution septembriste de 1822. Enfin, cette ambiguïté de la politique étrangère française, elle se manifeste nettement dans la péninsule italienne. Puisque après la répression par le chancelier autrichien Metternich des troubles qui ont éclaté dans les États du Pape en 1831, la France va envoyer un corps expéditionnaire à Ancône pour entraver l'interventionnisme autrichien et rétablir dans la péninsule l'équilibre des influences des puissances extérieures, en l'occurrence Autriche et France. Le prétexte de cette occupation du port d'Ancône, c'est de préserver l'autonomie des États pontificaux. Mais en réalité, l'épisode recouvre clairement des ambitions impérialistes françaises implicites dans l'espace méditerranéen, et il fait écho, pour le lecteur de 1862 des Misérables, il fait écho des événements bien postérieurs, à savoir l'envoi du corps expéditionnaire français à Rome en 1849-1850, et à nouveau en 61-70, des corps expéditionnaires que Hugo a d'ailleurs fortement condamnés en tribune et par voie de presse, comme étant un acte de soutien à la théocratie pontificale, et comme étant une forme d'interventionnisme absolument contraire aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont il va se faire un des champions dans de nombreux discours, de nombreux articles, dont on peut retrouver notamment la compilation dans le recueil Actes et Paroles.
Autrement dit, ce texte, sous couvert de brosser un tableau de la situation nationale et internationale de 1832, il fait en fait écho à des convictions de longue durée et en partie à des combats politiques postérieurs de Victor Hugo. C'est donc un texte qui a encore de fortes résonances contemporaines pour les lecteurs des années 60, qui pour une bonne partie d'entre eux avaient d'ailleurs été contemporains des faits et des événements survenus 30 ans plus tôt. Un texte qui pour le lecteur du 21e siècle offre aujourd'hui un tableau aussi synthétique que frappant de l'ampleur des crises traversées par les monarchies une quinzaine d'années après le Congrès de Vienne. Bien, Bertrand Goujon, merci pour cette présentation très exhaustive de ce texte qui montre effectivement très bien qu'avant 1848, il y a ces événements de 1830 qui sont très importants en France, mais aussi par d'autres formes de contestation en Europe. Donc, je pense qu'on voit très bien à travers lui qu'il n'y a pas une lecture linéaire de cette période, mais qu'il faut au contraire, soit en changeant de focale, soit d'espace, voir les différenciations qu'il y a, et je pense qu'on l'a très bien compris autour de ce podcast. Donc, on vous remercie. On rappelle que tout ce que vous avez dit aujourd'hui se retrouve sur le site apag.fr, que les documents sont disponibles, consultables et téléchargeables pour être diffusés en classe, et que l'objectif est donc que cela permette de faire comprendre aux élèves la complexité de cette période-là. Merci Bertrand. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.